fait l'évolution du marché publicitaire en France en 2012, il a baissé à peu près de moins de 3,5%. Et cette baisse, elle se fait plutôt au détriment des médias classiques, notamment la presse, qui a baissé de moins 7,5%, mais aussi tout ce qui est courrier publicitaire, puisqu'on constate une baisse de moins 5% des courriers publicitaires envoyés. Alors donc parallèlement à ça, les investissements sur le digital sont encore en progression, donc à peu près de 5%. L'emailing est à peu près stable, mais donc on constate finalement que cette baisse, elle se fait plutôt au désavantage des médias classiques et à l'avantage des médias digitaux. Alors très bien, la question qu'on s'est posée chez Millward Brown, c'est de savoir si finalement les médias classiques et notamment le papier avaient des caractéristiques spécifiques par rapport aux médias digitaux. Et pour ce faire, en fait, on s'est associé avec la Royal Post of London, donc en fait, comme Millward Brown est un groupe britannique, on a des liens privilégiés avec les institutions britanniques. Et en fait, on a utilisé la technique de l'IRM et on a retenu une vingtaine de participants et on les a exposés de la même manière à une vingtaine d'opérations de marketing direct, soit sous format papier, soit exactement les mêmes sous format digital. Alors ce qu'on a observé est assez intéressant et on a fait déjà 3 constats. La première chose, c'est qu'on a vu que le papier, le format papier, activait davantage les régions associées au traitement de l'information visuelle et spatiale. Donc ce qui veut dire que la mémoire spatiale, celle qu'on utilise quand on se déplace dans un quartier connu, etc. Et donc du coup, en fait, ce qui veut dire que l'information a plus de chances d'être mémorisée. Et en plus, le visuel, on sait à quel point ça compte pour une marque. Chez Millward Brown, c'est l'un des 3 piliers d'une marque forte. Une marque forte, c'est avant tout une marque saillante. Donc c'est la fameuse virgule de Nike, ou Cowboy de Marlboro, ou les arches de McDo, enfin bon, ou la mousse blanche de Guinness. Donc effectivement, cette capacité à laisser une empreinte visuelle plus forte du papier est quelque chose d'intéressant. La deuxième chose qu'on a pu constater sur le papier, c'est qu'il activait davantage des régions habituellement mobilisées dans le traitement de stimulus émotionnels intenses. Et donc du coup, effectivement, ça veut dire que le papier a davantage de capacité à associer la marque à des bénéfices émotionnels. Alors du coup, c'est important puisque le deuxième pilier qu'on a l'habitude de présenter comme étant un soutien des marques fortes, c'est justement cette capacité à créer une différenciation, notamment sur des caractéristiques émotionnelles. Donc avantage intéressant. Puis la troisième chose qu'on a pu constater avec cette expérience d'IRM, c'est que le papier mobilisait davantage les régions qui sont concernées par la vie affective intérieure, donc les choses qui concernent personnellement les individus. Donc effectivement, là on rentre dans des zones qui sont davantage associées à la motivation des consommateurs et donc là, qui sont en rapport avec leurs préoccupations personnelles. Donc là on rentre dans le troisième pilier d'une marque forte qui doit être porteuse d'un sens personnel pour le consommateur. Donc on voit que sur ces 3 critères, le papier, pourtant un petit peu délaissé, que ce soit en presse ou en marketing direct, montre des caractéristiques intéressantes pour la construction de marques fortes. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Il y a plusieurs choses, alors il ne s'agit que d'hypothèses. Première chose, le papier mobilise plus d'un sens en fait. Effectivement, il y a le sens visuel, mais il y a le toucher, il y a l'odeur. Alors même si ce n'est pas mobilisé quand on dans les tests d'IRM, il s'avère que voilà, c'est associé à ça. La deuxième chose deuxième hypothèse qu'on pourrait émettre, c'est que le papier s'est associé depuis notre tendre enfance à raconter des histoires.
Alors parallèlement à ça, on utilise pas mal chez Millward Brown et on fait ça au niveau global dans nos tests de publicité. En fait, on teste toutes les publicités d'Unilever, des groupes Unilever et groupe Coca, et notamment avec, alors, est-ce qu'on appelle ça des neurosciences ou pas? Les experts en trancheront, le jugeront, mais en fait, on code les expressions faciales des consommateurs. Donc c'est plutôt des réactions physiologiques périphériques que internes. Mais on s'est rendu compte, en codant ces expressions faciales des publicités, que les publicités qui racontaient des histoires, que les publicités qui développaient de l'empathie pour les personnages, généraient des émotions positives plus intenses que les publicités plutôt d'ambiance, en fait, on va dire. Et donc finalement, cette association du papier avec le fait de raconter des histoires est peut-être, je ne sais pas, l'une des hypothèses qu'on pourrait émettre pour observer ça. Alors du coup, ces résultats sont assez éclairants. Nous, on n'utilise pas de technique IRM pour nos tests au quotidien. Mais en tout cas, ces résultats ont été très éclairants pour expliquer un certain nombre de choses qu'on constate dans nos post-tests publicitaires. Donc, notamment, qu'est-ce qu'on constate dans nos post-tests publicitaires plurimédias? Quand on corrige de l'effet couverture, l'emailing ou la presse magazine ont une tendance plus forte à générer de l'impact, à générer de l'image ou à générer de l'intention d'achat. Donc ces résultats expliquent complètement ce qu'on constatait en post-test sans pouvoir vraiment l'expliquer. Donc ce test pour nous a une vertu de compréhension de ce qui se passe. Deuxième chose, je pense qu'effectivement ça ne retire en rien l'intérêt aussi du digital. Ce qu'on a l'habitude de raconter chez nous, c'est qu'une marque forte, c'est une marque qui va être équilibrée sur ses dimensions émotionnelles, rationnelles et expérientielles. Donc effectivement, si le papier a davantage d'aptitude à générer des émotions, ce qu'on n'aurait pas forcément imaginé avant ce test, il n'en reste pas moins que le digital reste aussi intéressant pour véhiculer des associations plus rationnelles à la marque et qui sont essentielles à la construction de son succès. Donc effectivement, en termes d'implication business aussi, ce qu'on peut dire, c'est qu'on aurait intérêt à multiplier, nous, ce type d'expérience pour que les médias planeurs aient à leur disposition les caractères objectifs des médias et en fonction des objectifs d'une campagne, viennent mobiliser les canaux, les points de contact qui sont plus adaptés à ce qu'ils ont envie de faire en amont. Voilà, donc finalement, nous, chez Millward Brown, en dehors de ces tests IRM, effectivement, on a plutôt l'habitude de mobiliser des neurosciences soft, on va dire plutôt périphériques, donc soit des expressions faciales, soit de l'eye tracking, ça on en fait pas mal. Soit des temps de réponse aussi, si vous ne connaissez pas, donc c'est notamment tous les tests d'association basés sur les rapidités d'association entre des mots à connotation positive ou négative et un stimulus. Donc est-ce que par exemple on associe davantage les femmes aux sciences sociales et les hommes aux sciences dures? Je vous invite à visiter le site d'Harvard à ce titre-là, donc le test IAT, donc vous allez voir si vos préjugés, donc j'imagine que si je vous pose la question, vous me direz non, mais non, bien sûr, vous allez voir la réponse à votre propre test, vous serez peut-être surpris de vos propres attitudes. Donc en fait, on utilise, nous, les neurosciences en complément de techniques verbales classiques. On les utilise non plus sans gros problématiques, puisque finalement, dans les années 30, le marketing a emprunté à la psychologie les échelles psychométriques. Maintenant, le marketing emprunte tout simplement des instruments de mesure plus sophistiqués, et il n'existe pas de bouton magique. Ce qui fera le succès d'une marque, c'est quand même l'intelligence des marketeurs qui utilisent une information.